Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette petite vidéo va permettre à ceux qui étaient absents au moment du cours de récupérer donc l'intégralité du cours et puis surtout de comprendre un petit peu mieux, je l'espère, ce chapitre qui n'est pas si simple. Et puis ceux qui étaient pressants, bien sûr, ça vous fera un moyen de revoir ces connaissances-là. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons continuer donc notre longue histoire de la matière au travers d'édifices solides qui s'appellent les cristaux. Vous avez sur cette première image un tas de sel et la forme de ce tas, c'est comme la forme de beaucoup de cristaux. C'est un petit peu aléatoire. Quand on zoome un petit peu l'image, et qu'on prend donc ce tas de sel ou quelques grains de sel en macro, on voit apparaître une irrégularité certes, mais chacun des grains fait apparaître des faces qui sont relativement plates. Si on continue à zoomer et qu'on observe des cristaux de sel à l'aide d'un microscope, et bien là on voit apparaître une certaine forme de régularité. Donc la question à laquelle on va chercher à répondre dans ce chapitre-là, c'est comment on peut expliquer que microscopiquement, on a une forme relativement régulière au niveau de certains solides. Eh bien, la réponse à cette question, elle vient tout simplement de la structure encore plus fine, encore plus petite, c'est-à-dire au cœur de la matière, au cœur de l'assemblage des atomes, des molécules ou des ions entre eux. C'est cet assemblage-là extrêmement régulier qui donne la forme à ces cristaux qui, elles aussi, possèdent une certaine régularité. Alors, pour ceux qui avaient la chance d'être là, j'ai eu l'occasion de vous montrer donc différents types de modèles de cristaux. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, imaginez la situation suivante. Les particules microscopiques, que sont les atomes, les ions ou les molécules, peuvent être représentées par des billes. Eh bien, comment peut-on positionner des billes les unes par rapport aux autres, assembler les billes de telle sorte d'avoir quelque chose de beaucoup plus gros, donc de macroscopique, et ainsi optimiser la place. Donc on peut constater qu'il existe différentes possibilités qui sont plus ou moins optimales. Dans votre livre, page 32, vous voyez quelques représentations donc de différents solides, différents cristaux, et qui font donc apparaître différentes formes de systèmes cristallins. C'est ce qu'on voit dans le document 2, page 32. Parmi ces 7 systèmes cristallins, nous on s'intéressera au plus simple d'entre eux, c'est-à-dire le système cubique. Juste à côté, dans le document 3, on voit que... Hop, je vais vous mettre quelques images. Voilà. Dans le document 3, on voit que la position des atomes ou des ions ou des molécules dans ce cube, dans cette structure cristalline, peuvent être variées. Là, on voit par exemple du polonium. Seuls les 8 sommets du cube sont occupés. Là, pour le faire, il y a un atome central en plus. Pour ces systèmes-là, celui-là par exemple, vous avez au centre des faces du cube un atome supplémentaire, et là c'est un cristal ionique avec l'alternance donc de 2 ions qui vont donner donc naissance à de l'oxyde d'uranium. La position des atomes, des ions, des molécules dans la structure cristalline, ça s'appelle le réseau, et il en existe 4 différents. Cette année, nous n'en étudierons que 2. Donc si on combine les 7 systèmes cristallins et les 4 réseaux différents, ça nous fait une variété de cristaux très très grande, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez constater l'extrême régularité de positionnement des atomes et des ions ou des molécules. Donc, qu'est-ce qu'on peut résumer quand on regarde tout ça? Donc la trace écrite du premier paragraphe. Donc je vous envoie également la trace écrite qui vous servira donc de support et que vous pourrez recopier ou vérifier. Donc les cristaux des solides organisés, c'est le titre du premier paragraphe. On voit que ces cristaux, comme la plupart des solides, sont constitués d'un empilement régulier d'entités chimiques, que ce soit des atomes, des ions ou des molécules. La structure cristalline, ce terme-là,
c'est défini par une maille. La maille, c'est le plus petit élément qui va se répéter à l'infini, enfin pas à l'infini, mais dans des grandes dimensions, dans les 3 dimensions de l'espace. Donc la structure cristalline est définie par une maille qui va se répéter régulièrement donc dans les 3 dimensions de l'espace. Le plus petit des systèmes, le plus simple des systèmes cristallins, ça s'appelle une maille cubique. Et la position des entités dans la maille permet de différencier différents réseaux. Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle un système simple, un réseau simple, donc cubique simple. Là, c'est du cubique centré, mais le réseau centré n'est pas au programme. Et là, on a affaire à un cubique face centré, puisque vous voyez que des atomes sont positionnés au centre des faces. Donc voilà pour la variété des différents types de cristaux que l'on peut rencontrer dans la nature. Grâce au positionnement de ces différents atomes dans une maille, c'est-à-dire le plus petit élément de la structure cristalline, on peut expliquer certaines propriétés de ces cristaux, et notamment la notion de masse volumique. Alors pour en arriver à cette notion de masse volumique, on va tout d'abord aborder la notion de multiplicité, et concrètement la multiplicité c'est tout simplement le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans une maille, donc d'atomes, d'ions ou de molécules qu'il peut y avoir dans une maille. La maille qui est représentée ici, donc cubique, fait apparaître en son centre un atome. Donc si on est dans cette situation-là, eh bien l'atome étant complètement à l'intérieur de la maille, il va compter pour 1. Mais comme on a pu le voir dans les exemples précédents, parfois certains atomes vont être positionnés au niveau des faces, au centre des faces donc d'une maille. Si l'atome est au centre de la face d'une maille, il appartient également à la maille voisine. Autrement dit, l'atome n'intervient que pour la moitié dans une maille, la moitié dans une autre maille. Donc si on dénombre les atomes présents dans la maille et que l'on veut compter ceux qui sont au centre des faces, eh bien ils compteront pour 1/2. Dernier exemple, les atomes qui sont situés au niveau du sommet d'un cube, eh bien pour ce qui est du sommet d'un cube, cet atome-là va appartenir à 8 mailles différentes et donc ne comptera que pour 1/8. Donc ces 3 éléments-là vont nous permettre maintenant de dénombrer les atomes présents dans différents exemples. Je reprends l'exemple du polonium. Le polonium, on a dit, c'est un cubique simple. Cubique simple, il n'y a que 8 atomes qui sont présents au sommet, aux 8 sommets de ce cube. Mais si je prends, là le 1/8 est peut-être pas évident, si je prends celui-là, il appartient à la maille voisine qui serait ici, à la maille qui serait derrière et à la maille qui serait là. Donc 4 mailles, mais aussi les 4 mailles identiques situées au-dessus, sur le rang supérieur. Donc on a bien cet atome qui appartient à 8 mailles différentes. Donc chaque atome compte pour 1/8, il y en a 8, donc la multiplicité du polonium est égale à 8 fois 1/8, c'est-à-dire 8. Le cas de l'argent. Alors l'argent c'est un cubique face centrée. Cubique c'est le système cristallin, face centrée c'est le réseau. Donc cubique face centrée, qu'est-ce qu'on a? On retrouve les 8 atomes au sommet des cubes, au sommet du cube, donc on va retrouver exactement le 8 fois 1/8, mais en plus, il y a 6 atomes au centre des faces. Donc pour un atome situé au centre d'une face, il compte pour 1/2, il y en a 6, donc 6 fois 1/2, donc 8 fois 1/8, ça fait 1, 6 fois 1/2, ça fait 3, il y a 4 atomes dans la maille du cristal d'argent. Donc à partir de là, on va pouvoir définir une grandeur qui s'appelle la masse volumique, que vous avez vu donc dans votre scolarité passée, l'année dernière. La masse volumique, c'est une grandeur qui dépend de la masse et du volume, qui va donc avoir une unité qui tient compte de la masse, en général en grammes, et du volume en centimètres cubes. Eh bien, la masse volumique d'un cristal peut se calculer à partir de la masse volumique de la maille.
En classe de seconde, par exemple, on vous a fait trouver la masse volumique d'un solide de manière très simple. Vous pesez le solide, vous avez sa masse, vous déterminez le volume soit en mesurant ses dimensions, soit en le mettant dans un liquide et par déplacement d'eau, vous avez le volume, et en faisant masse sur volume, vous avez la masse volumique. Eh bien, la masse volumique globale de l'objet, eh bien, on peut la retrouver en calculant la masse volumique du plus petit élément qui représente l'objet, c'est-à-dire sa maille. Donc la masse volumique du cristal est égale à la masse volumique de la maille. Et à quoi est égale tout simplement la masse volumique de la maille? Première partie de la formule qui apparaît ici, la masse volumique de la maille, c'est la masse de la maille divisée par son volume. Alors comment calculer la masse de la maille? La masse de la maille dépend du nombre d'atomes qu'il y a dans la maille, la multiplicité, donc Z, et ça dépend aussi de la masse de chacun de ces atomes. Donc la masse de la maille, c'est le nombre d'atomes multiplié par la masse d'atomes, par exemple, qu'il y a dans la maille. La maille étant cubique, le volume, c'est côté fois côté fois côté, ou arête fois arête fois arête, dans le cas du cube, et donc c'est A au cube. Et donc cette formule-là va nous permettre de calculer la masse volumique des différents cristaux représentés. Il est possible dans certains exercices que la masse d'un atome ne soit pas fournie, mais qu'on vous donne plutôt la masse molaire de l'atome qui est présente dans la classification des éléments. Et bien dans ce cas-là, il ne faut pas oublier ce que veut dire la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse d'une mole, donc la masse d'un très grand nombre d'atomes, et ce très grand nombre dont je viens de parler, eh bien c'est une constante qui s'appelle la constante d'Avogadro. Donc à quoi est égale la masse d'un atome? C'est la masse d'une mole d'atome, la masse molaire, divisée par le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Donc ça, ce sont deux grandeurs qui vous seraient données dans l'énoncé. Et donc à partir de ces deux grandeurs, on peut calculer la masse d'un atome. Si on connaît le nombre d'atomes dans la maille, on peut calculer la masse volumique. Donc on va voir tout à l'heure deux exemples pour illustrer cette formule. Enfin, troisième et dernière caractéristique que vous devez savoir calculer, c'est la notion de compacité. Donc la compacité consiste à savoir si le solide, le cristal, est plus ou moins compact. Autrement dit, quand vous mettez des billes les unes contre les autres, il y a forcément de l'espace vide, et en fonction de la manière dont vous positionnez ces billes, il va y avoir plus ou moins d'espace vide, plus ou moins de compacité, et la compacité, c'est donc la proportion de volume occupé par les entités chimiques. Elle va donc s'exprimer, cette compacité, en pourcentage. Donc voilà comment on peut la calculer. C'est le volume occupé par l'entité qui m'intéresse, l'atome, l'ion ou la molécule. Donc ce volume-là, je le divise par le volume de la maille qui contient donc toutes ces entités. Le volume de la maille, comme dans le calcul de la masse volumique, c'est A au cube. Le volume des entités dépend du nombre d'entités qu'il y a dans une maille, donc on retrouve la notion de multiplicité qui intervient. Et comme les entités, les atomes, les ions et les molécules, de manière schématique, sont représentés par des sphères, et bien quel est le volume d'une sphère? On retombe sur une formule que vous avez rencontrée dans votre scolarité, 4 tiers de pi r au cube. Donc les caractéristiques, quand on s'intéresse à un atome en général, c'est la masse de cet atome, et puisque l'atome est représenté par une sphère, ça va être son rayon. Donc si on vous donne la masse et le rayon de l'atome, vous avez les moyens de calculer également la compacité. Bon, voilà des choses bien théoriques que l'on va donc mettre en application avec deux exemples, celui du polonium et celui de l'argent. Donc cette page qui apparaît correspond à une petite feuille que vous avez eue et que l'on va remplir progressivement. Donc dans le cristal de polonium qui est ici, ça c'est un modèle éclaté qui n'est pas tout à fait fidèle à la réalité puisque les atomes, les uns à côté des autres, qui sont positionnés donc les uns à côté des autres, ne laissent pas apparaître autant de vide. En fait, le modèle plus réel, le modèle compact, il ressemblerait plutôt à celui-là, avec des atomes qui se touchent les uns les autres. La maille qui est là est définie par son arête A. Là, vous avez une représentation juste en deux dimensions, et on voit apparaître la maille avec deux atomes qui se touchent. Donc, quel est le lien qui existe entre l'arête de la maille et le rayon de l'atome qui est ici? Eh bien, vous voyez que deux rayons nous donne l'arête de la maille.
A est égal à 2R. Donc voilà les deux caractéristiques dont je parlais tout à l'heure concernant un atome. Le polonium a une certaine masse et a donc un certain rayon. L'échelle des atomes, des ions et des molécules, c'est l'échelle nanométrique. Bien souvent on exprime donc ces dimensions en nanomètres, ce qui va nécessiter donc une conversion puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'une masse volumique en grammes par centimètre cube. Il y a donc la nécessité de convertir en centimètres. C'est pas la chose la plus passionnante et la chose la plus évidente pour vous, ces conversions. Le 0,168 nanomètres, nanomètre c'est 10 puissance moins 9, donc comme on est sur du 0,68, on arrive à 1,68 10 moins 10 mètres, et si je convertis en centimètres, ça va donc donner 1,68 10 moins 8 centimètres. L'arête, qui est donc 2 fois plus grande que le rayon, va donc avoir une dimension de 3,36 10 moins 8 cm. La masse volumique, on l'a définie tout à l'heure, c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. Dans le cas du polonium, on l'a vu tout à l'heure, la multiplicité vaut 1, donc Z est égal à 1. La masse du polonium, elle est donnée là, 3,47 10 moins 22, et l'arête de la maille du polonium, 3,36 10 moins 8, qu'il faut élever au cube. Et voilà, donc si vous utilisez bien votre calculatrice, et je vous engage à essayer, à tenter ces calculs, vous allez trouver donc 9,15 grammes par centimètre cube. Dans le cas de la compacité c'est le volume des entités divisé par le volume de la maille. Des entités, il y en a combien? Z, la multiplicité. Chaque entité a un volume, donc 4 tiers de pi r au cube. Et le volume, c'est A au cube. Eh bien, je remplace les valeurs de R et de A par les valeurs que j'ai ici. Donc, la valeur de R, elle est là. La valeur de A, elle est là. Je remplace tout ça. Je fais le calcul sans me tromper et je trouve 0,52, soit 52%. Dans cette maille, les atomes de polonium occupent 52% de la maille, soit 48% de vide. C'est un modèle qui est très peu compact. Au contraire de ce modèle qui est juste à côté, le modèle cubique face centrée, vous allez le voir, on va obtenir une compacité plus importante. Donc pour ce cristal cubique face centrée, c'est un peu plus compliqué parce que si on regarde le modèle compact, eh bien, l'arête qui est ici n'est plus égale à 2 fois le rayon. Essayez de prendre 5 billes, de les positionner comme ça, 5 billes de taille identique, et vous allez voir que ces deux billes-là ne se touchent pas. Quelles sont les billes qui se touchent, si vous voulez avoir un vrai carré? Quelles sont les billes qui se touchent? Eh bien, c'est les billes qui sont dans la diagonale. Et donc là, on va faire un petit peu de maths, un petit peu de Pythagore. Vous voyez apparaître un triangle rectangle. Et donc, que nous dit le théorème de Pythagore? C'est que la diagonale élevée au carré est égale à la somme des carrés des côtés. Donc là, on a A et A. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? A au carré plus A au carré, qui fait donc 2 fois A au carré, c'est la diagonale. Et donc, la diagonale au carré, pardon. Et donc, la diagonale, c'est la racine carrée de 2 fois A au carré, c'est-à-dire racine de 2A. Et donc, dans cette diagonale, il y a combien de rayons? 1, 2, 3 et 4 rayons. Donc, à quoi est égal? Si je résume, ça fait racine de 2 fois A, ça c'est la diagonale, égale 4R. Et donc, A, l'arête, est égale à 4R divisé par racine de 2. J'ai compliqué un petit peu la donne, puisque vous voyez ici, je ne vous ai pas donné la masse de l'atome d'argent, je vous ai donné la masse molaire de l'argent et la constante d'Avogadro. Donc la masse d'une mole d'argent et le nombre d'atomes d'argent dans une mole. À partir de ces deux données, on peut calculer la masse d'un atome d'argent par division. Donc 107,9 divisé par 6,02 10 puissance 23, voilà la masse d'un atome d'argent. Petite remarque, l'atome d'argent, par rapport à l'atome de polonium qui est ici, est plus léger. Il est situé avant dans la classification des éléments. Le rayon de l'atome d'argent vaut 0,145 nanomètres.
Donc avec le même genre de conversion tout à l'heure, ça nous donne 1,45 10-8 cm. Et donc si j'utilise cette valeur de R ici, je peux trouver le paramètre A, l'arête, de la maille de l'argent. 4 fois le rayon divisé par racine de 2, ça me donne 4,10 10-8 cm. Pour calculer la masse volumique maintenant, je repars de la définition. La masse volumique de l'argent, c'est la masse de la maille sur le volume de la maille. Ici, Z est égal à 4. On avait trouvé la multiplicité du cubique face centré. Donc 4 fois la masse de l'atome d'argent qui est ici, divisé par A au cube, A étant donné ici. Le calcul me donne 10,39 g par centimètre cube. L'argent est légèrement plus dense que le polonium. En ce qui concerne la compacité, eh bien, c'est le volume des entités divisé par le volume de la maille. Alors je l'ai mis sur une autre page parce que c'est trop grand. Le volume des entités, eh bien, il y en a 4 et le rayon de l'argent, il était donné préalablement. Je divise par le volume de la maille, c'est-à-dire A au cube, et je trouve donc une compacité. Je vous entraîne à refaire le calcul de 0,74, donc 74%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien supérieur aux 52% d'un cubique simple. Donc il n'y a que 26% de vide dans un cubique face centrée. Donc voilà, entraînez-vous à faire les calculs, revoyez la vidéo, relisez le cours et n'hésitez surtout pas à me poser des questions en cas de problème, puisque vous allez avoir d'ici peu un petit travail à la maison à faire d'application de cette formule. À très bientôt pour une prochaine vidéo.